Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de l'importance de l'engagement et du CGC, Community Generated Content pour les médias. J'ai le plaisir de recevoir Francesca Dumas de Contribly. Bonjour et merci beaucoup de participer, Francesca, à ce podcast. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Merci de prendre du temps pour enregistrer ce podcast. Alors, à force de parler de monétisation pour les médias, on oublie souvent que derrière les chiffres et les audiences, il y a des vrais gens, entre guillemets. Et on oublie souvent aussi que ces vrais gens ont des besoins, des envies, des habitudes. Et que l'engagement, forcément, avec ces lecteurs, ces personnes, c'est un aspect primordial. Mais pourtant, j'ai l'impression de plus en plus ignoré par les médias. Donc c'est le sujet que l'on va traiter aujourd'hui. Mais avant d'attaquer ce vaste sujet, qui est Francesca? Alors moi, je suis Francesca Dumas. Je suis une des cofondatrices de Contribly, qui est une plateforme pour les médias pour vraiment engager directement avec les lecteurs et les accueillir et partager leur contenu. Et j'ai beaucoup d'expérience parce que surtout je travaille du côté stratégie sur l'engagement avec des médias tout autour de l'Europe. Alors vraiment, j'ai beaucoup de chance de voir comment ça fonctionne sur des marques très très différentes, locales et nationaux. Et oui, ça c'est moi. Alors, précision que tu souhaitais faire, on risque Oui. d'utiliser beaucoup d'anglicisme aujourd'hui. C'est pas parce que on veut se la jouer, genre on parle super bien anglais, mais parce que tu es anglaise, avec un accent, avec un français parfait. Donc merci énormément d'enregistrer ce podcast dans notre langue, en français. Je sais que ça demande un certain effort. Je vais faire de mon mieux pour mettre le switch français et essayer de ne pas faire d'anglicisme. Par contre, je trouve ça très difficile. Alors, il faut déjà m'excuser, mais merci beaucoup, oui. Très Non, mais anglaise. c'est un effort, effectivement, parfois d'enregistrer. Déjà, d'enregistrer un podcast, ça demande des efforts. Alors, en plus de le faire dans une langue qui n'est pas la langue que tu utilises tous les jours, c'est un exercice parfois un peu périlleux, mais je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Tu l'as déjà fait d'ailleurs, tu as un podcast avec Contribly également. Oui, oui, Redefining Engagement, où on regarde les exemples d'engagement et des stratégies d'engagement des médias autour de l'Europe. Mais j'en ai fait une en français, mais c'est beaucoup plus facile de demander les questions que faire les réponses en français quand même. Mhm. Oui, D'accord. Oui, tu as reçu, je crois que c'était Cyril Franck. C'est oui, ça, c'est l'épisode. On, oui. on mettra le lien en commentaire. Je l'ai également reçu sur le podcast et j'ai adoré enregistrer l'épisode avec Cyril. Très intéressant. Il est fantastique, il a vraiment des idées très intéressantes. Exactement. Alors, Contribly, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre vision, la jeunesse du projet? Tu m'as partagé le fait que, en préparant ce podcast, tu penses que vous étiez en avance, mais en avance de quoi? Qu'est-ce que vous faites chez Contribly? Alors, l'idée chez Contribly, c'est que on veut que les lecteurs et la population en général aient plus de voix dans les médias, mais d'une façon safe. Parce que je pense que dans le monde que où nous sommes maintenant, c'est très facile de partager sur les réseaux sociaux. Et même les gens en général, ils ont presque une expectation, une Mhm, expectative qu'ils peuvent. Ils peuvent partager ce qu'ils veulent. Mais aussi, c'est un monde assez un peu dangereux euh, où ils peuvent être attaqués dans les commentaires. C'est pas un safe space, un endroit très accueillant. Et, euh, et aussi, ça limite ces discussions, ces conversations qui fidélisent, qui agrandissent la confiance, voilà, mhm, la confiance avec les médias et leurs lecteurs. Et, euh, et surtout, je pense que quand les gens en général euh, essayent de s'approcher ou d'engager avec les médias, beaucoup de fois, ils n'ont pas une valeur, un exchange in value, un value exchange. mhm. Et
Par contre, sur les autres plateformes, ils l'ont. Et on essaye vraiment de combattre ça, d'inviter les lecteurs à former partie de nos médias et à former partie des news et avoir une voix. Et c'est ça l'idée. Alors, on D'accord. travaille autour de cette idée de CGC que avant tu en as parlé un peu. Et puis, bah, je te laisse demander les questions déjà. Ouais, ok. Donc, qui sont qui sont les clients que vous accompagnez aujourd'hui avec Contribly? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Est-ce que ce sont juste des médias B2B, des médias B2C, que de l'actu, que de l'info, que de la news? Quels sont vos clients? C'est vraiment, il y a beaucoup de news. On travaille avec des médias, bah, déjà Media House, qui sont en Irlande, en Belgique, in the Netherlands, dans les Pays-Bas, avec des marques américaines comme Hearst aussi, et des marques françaises, 20 minutes par exemple. Alors c'est vraiment, on travaille avec des médias nationaux, surtout news, hyper local dans Media House par exemple et en Amérique, et aussi des B2B, des magazines comme Farmers Weekly ou Irish Farmers Journal qui, bon, on dit B2B, en fait, c'est très spécifique à l'agriculture, par exemple, D'accord. ce genre de publication. Donc aujourd'hui, vous faites du CGC. Tu vas nous présenter plus en détail. Est-ce Mhm. que tu peux nous donner peut-être quelques scoops sur ce que vous souhaitez faire demain avec Contribly? Comment tu vas Contribly évoluer sur les prochains mois, sur les prochaines années? Bien sûr. Alors, jusqu'à maintenant, la plupart des personnes parlent de UGC. Et j'ai un peu un problème avec ce terme parce que je pense que ça crée des idées directement. On parle de UGC, on pense réseaux sociaux, Hmm. on pense vraiment peut-être mauvaise qualité, peut-être fake news. Et aussi, c'est des contenus qui sont sur des plateformes qui ne sont pas les nôtres. Hmm. Et ce que nous, on essaye de pousser, c'est vraiment cette idée de CGC, alors Community Generated Content, c'est cette idée que les lecteurs sont notre communauté. Et la seule façon de faire que ce soit notre communauté, c'est qu'ils viennent vers nous, ils nous envoient, ils nous partagent directement avec nous et qu'ils ils se sentent représentés par nos marques. Parce que on parle beaucoup de communautés sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est pas nos communautés, c'est des followers. Et ils font des commentaires. Mais c'est les communautés créées sur ces réseaux sociaux, c'est leurs clients. Et vraiment, Hmm. on veut s'éloigner de cette idée de créer de l'engagement sur d'autres plateformes que les nôtres. Parce que ce qui est plus important, c'est que le CGC, ça a cette opportunité énorme de aussi récolter énormément de data sur nos utilisateurs et de vraiment les comprendre euh, d'une façon plus intègre, Mhm. plus forte, pour pouvoir leur créer des produits qu'ils vont comprendre et qu'ils vont aimer beaucoup plus. C'est D'accord. surtout ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple très concret de CGC versus UGC? Parce qu'effectivement, beaucoup ont déjà entendu parler du UGC, mais avant de découvrir Contribly, moi, CGC, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as créé pour marketer, pour transmettre les valeurs de ce que vous faites chez Contribly, ou est-ce que c'est quelque chose qui est commun dans l'industrie des médias et que est-ce que c'est Ça une devrait pratique être commune? commun, ça devrait, mais non, non, c'est vraiment quelque chose que nous, on a créé parce que on a vu tous ces problèmes, toutes ces attentes des médias quand on parlait de UGC. Et c'était vraiment difficile quand tu décris quelque chose, de Hmm. comprendre ce que c'est si on a toutes ces expectatives derrière. Par Ouais. exemple, je vais donner l'exemple de Coca-Cola. Mhm. Si moi, je vous dis une boisson, a fizzy drink, Mhm. automatiquement, on pense à Coca-Cola, Pepsi. Par contre, Red Bull, ils ne voulaient pas être dans ces catégories parce que le moment que tu es dans une catégorie comme ça, il y a une expectative des mauvaises influences. Alors eux, au lieu, ils ont dit non, non, nous, on n'est pas a carbonated drink, une boisson carboneuse. Mhm. Ouais. On est vraiment, oui, on est vraiment une boisson énergétique. Et Mhm. là, ça a ouvert vraiment tout un autre marché où l'attente, D'accord. l'expectative, ce qu'on comprenait par cette chose qu'ils vendaient était différente.
Et nous, on a vu le même problème quand on parlait de UGC et même quand on recherche UGC online, c'est tout marketing, c'est tout réseaux sociaux, c'est tout vente. Et c'est pas ça ce qu'on essaye de faire dans les médias. Vraiment, on essaye de connecter avec notre communauté. Alors, il fallait trouver un nouveau terme pour en parler qui allait vraiment distinguer les bénéfices de ce CGC comparé à ce qu'on attend du UGC. Alors oui, D'accord. on a créé cette idée et je pense que ça a été vraiment intéressant de voir, le plus qu'on en parle, les réactions qu'on reçoit pas que des médias, mais aussi d'autres organisations qui essayent de créer des communautés autour de leur business. Parce qu'on parle tellement de communautés, mais est-ce que c'est vraiment des communautés si c'est sur d'autres plateformes? Alors déjà, ça a commencé comme ça, oui. J'ai l'impression qu'effectivement, le terme communauté, maintenant, quand je vois le terme communauté, j'ai tendance à lever les yeux un peu au ciel et à me dire encore une communauté. Et c'est très galvaudé, c'est trop utilisé et donc du coup, ça perd un peu en impact et en valeur. Et pourtant, Mhm. je pense que c'est l'une des bases. Et on voit beaucoup avec ce qui se passe en ce moment, avec le Google Zero, avec le fait que tu sais, maintenant dans Google, tu as les résumés d'IA avec IA Overviews. Les médias ont finalement perdu la relation avec leur audience, sachant que leur contenu il est dispo sur Google, sur les réseaux sociaux, maintenant sur les LLM, donc avec les IA. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, en 2025, les médias se réveillent et se disent ah merde, en fait. Ça serait peut-être pas mal quand même de garder nos lecteurs sur nos sites et de créer une relation directe avec nos lecteurs, avec nos audiences, via plein de petites choses en fait. Donc, notamment, je suis assez surpris de voir à quel point les médias ont, euh, ont mis de côté les commentaires. Tu sais, tu Oui. vas sur un site d'actu. Et dans la rubrique commentaires, tu as l'impression que le journaliste, il a pas envie de regarder la rubrique commentaires. Ça lui fait peur, tu vois, il répond pas. Et des médias ont pris également la décision de bloquer les commentaires, ce qui, à mon sens, Mm. bon, je peux comprendre la mécanique derrière, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que 2025, tous les sujets que toi, tu traites avec Contribly, euh, les médias sont en train de prendre conscience. Alors ma question, après j'arrête mon long monologue, mais c'est depuis, je t'ai pas demandé, Contribly, vous avez lancé quand? Fou, il y a peut-être 6 ans maintenant. On était D'accord. mais peut-être un tout petit peu plus. Oui, on était un peu Mhm. en avance. Mais en fait, c'était intéressant. Il y a deux points, le morceau des commentaires, mais aussi, je pense que du côté où nous, on a commencé, le moment où on a commencé, c'était vraiment ce qu'on cherchait, on se demandait la question, pourquoi les journalistes ne s'engagent pas plus directement avec les lecteurs? Et je pense que Mhm. jusqu'à maintenant, ça a vraiment été cet endroit où les lecteurs, ils partagent entre eux quelque part. C'est les commentaires, c'est quelque chose qui se passe après. Et c'est Mhm. quelque chose qui n'est pas une conversation ou un échange directement et avec les équipes éditoriaux. Et, euh, et c'est ça ce qui manque en fait. Je pense on attend que les lecteurs viennent vers nous et qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, sur nos sites, en commentaire, même si maintenant ça s'enlève de plus en plus. Mais en fait, on n'écoute pas ces lecteurs. On passe beaucoup de temps à essayer de créer nos produits le plus similaire presque aux réseaux sociaux. Et même si nous, on ne le fait pas, nos lecteurs ne voient pas nécessairement la différence entre les réseaux sociaux et les médias. Mhm. Et ça, Mhm. c'est un problème parce que notre produit ne se distingue pas assez. Et je trouve toujours cette idée de commentaire assez intéressante parce que c'est le même problème ou c'est la même chose que nous, on a fait quand on a commencé. Quand on a commencé, on se demandait cette question. Pourquoi est-ce que les journalistes n'ont pas de conversation directe avec les lecteurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui les arrête de faire ça? Et on a trouvé, il y a beaucoup de problèmes. Là, les premiers, c'est bah, déjà, comment est-ce qu'on va recevoir tout ce contenu? Comment est-ce qu'on va le modérer?
Comment est-ce qu'on les invite? Est-ce qu'on va recevoir ça par email? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces contenus qui rentrent? Et si la qualité, elle va être extrêmement basse? En fait, il y a une liste de raisons, de peurs presque qu'on a. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est créer la technologie pour enlever ces barrières d'entrée pour les journalistes déjà. Parce que Mhm. si déjà il y a des barrières d'entrée, on va même pas savoir quels sont les positifs, qu'est-ce qui va se passer si on les invite. Et ça, c'était déjà la première chose. On a créé la technologie pour faire ça. Et puis, on a créé ça sur un site presque séparé, un endroit. On a commencé ça dans The Guardian, alors ça s'appelait Guardian Witness. Et c'était intéressant de voir cet espace où on faisait des appels à contribution aux lecteurs sur des thématiques, mais vraiment différentes pour voir ce qui se passait. On a appris plusieurs choses. On a appris que oui, les lecteurs, ils veulent engager, surtout si c'est intéressant et ils ont l'impression qu'ils vont contribuer à quelque chose qui est un peu plus grand qu'eux. Ce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu cries et en fait, on a plus de formes de communiquer que dans le passé. Mais en Mhm. fait, les gens ne s'en sentent pas écoutés. Et on est arrivé à ce point-là où c'est vraiment ceux qui crient le plus loud, le plus fort, Mhm. ou ceux qui ont les vues les plus extrêmes, presque, qui ont la plateforme, mais pas les personnes normaux qui vraiment veulent faire une différence dans leur communauté, etc. Et on a appris en faisant ça que les gens, ils veulent partager, ils veulent contribuer, surtout si c'est des thématiques intéressantes auxquelles ils ressentent fort. Là, ce qu'on a fait, ce qui ne marchait pas vraiment, c'est de créer cet espace séparé pour eux. Parce que là, vraiment, tu es automatiquement en train de séparer. Nous, on est les médias, nous, on parle comme ça, nous, on vous crée des contenus. Et vous, c'est très bien que vous partagez, merci beaucoup, mais voici votre espace. Mhm. Et alors, la première chose qu'on a fait quand on a créé la technologie, au moins pour enlever les barrières, c'était de regarder, OK, quelles sont les stratégies, quelles sont les choses que nous, on doit faire comme médias pour que cette relation, ce partenariat entre les lecteurs et nos médias vraiment formalise une communauté et ouvre d'autres opportunités dans le futur. Et alors, je pense que quand je pense aux commentaires, je pense toujours ça. C'est un exemple de CGC. Ça, c'est vrai. Mhm. C'est vraiment des contenus de lecteurs, dans ce cas écrits, qui sont très intéressantes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de journalistes qui vont voir les commentaires. Mais je pense que ça se passe dans un endroit dans l'article qui est super. Mais par contre, c'est pas une conversation. Et c'est aussi quelque chose qui se passe après le fait. Mhm. Mhm. Nous, on a écrit ce morceau de journalisme, on a fait la recherche, etc. Maintenant, on a fini notre travail, parce que le moment qu'on appuie sur publier pour beaucoup de journalistes, et je comprends parce qu'en print, ça a toujours été comme ça, le moment qu'on publie ce contenu, ah, ça y est, j'ai fait mon Mhm. travail. Et en fait, maintenant, c'est vraiment cette idée que le moment qu'on publie quelque chose, c'est la naissance de ce contenu. Et dans cette naissance, c'est presque dommage qu'on a invité nos lecteurs à engager après et que c'est pas ces mêmes journalistes ou ces mêmes médias qui regardent ces commentaires pour informer, pour répondre aux questions, pour adder plus de valeur à la réaction des communautés. Et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment de penser autour des stratégies. C'est quoi la valeur pour nos lecteurs quand on les invite Mhm. à former partie de nos médias et comment est-ce que ces lecteurs n'ont pas que la valeur, mais vraiment se sentent partie d'une communauté pour agrandir cette loyauté. J'espère que j'ai bien expliqué. C'était beaucoup de mots, mais ouais, oui, C'est c'est très comme ça clair. qu'on le voit. C'est très très clair. Merci pour cette précision. Je me demande s'il n'y a pas une logique également de tout simplement de logistique, d'organisation de temps. Un journaliste, il est quand même très occupé à écrire ses papiers, à faire ses recherches, etc. Est-ce que c'est pas trop lui demander de lui dire, au fait, tu dois aussi aller répondre aux commentaires et interagir avec les lecteurs. Est-ce qu'il y a eu des blocages par rapport à ça? Est-ce que tu as entendu des choses dans les rédactions qui vont dans ce sens, ou est-ce qu'ils sont plutôt enclins à aller voir ce que disent les lecteurs et l'audience? Je pense que imagine un monde où, en fait, tu sais avant d'écrire ton article que l'article va bien faire. Et, et c'est surtout ça, c'est si on invite
Alors, je vais donner des exemples, mais si on invite nos lecteurs à contribuer avant qu'on commence à publier, avant qu'on fasse notre recherche, parfois on est aussi en train d'inviter nos lecteurs à, je sais pas comment on dit, to sign up. Mhm. Vraiment, ils veulent savoir de leur contribution, de ce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qui en est le résultat. Et parfois, c'est ça ce qui est assez intéressant. Si on pense un peu à inviter nos lecteurs à demander des questions, à contribuer, mais d'une façon authentique, parfois, on peut savoir déjà si ça va marcher parce que parfois nos lecteurs nous surprennent énormément. Ou peut-être que où on était en train de commencer, où on était en train de faire nos recherches, peut-être ne marchait pas autant. Par exemple, 20 minutes, eux, ils ont créé une fois, parfois ils créent beaucoup d'appels à contribution tous les jours, mais vraiment Mhm. tous les jours, ils créent des choses très intéressantes. Je me rappelle une fois, ils ont créé il y a assez longtemps un appel à contribution sur le coriandre. Qu'est-ce que vous pensez? Coriandre, c'est ça Ouais. Oui. Mhm. euh, Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du coriandre? Et ils ont reçu des centaines et des centaines et des centaines de réponses Hmm. extrêmement vite. Et ça leur a surpris parce que, attends, qui va commencer à parler du poivre? Je sais pas. Hmm. Et, Hmm. c'était intéressant de voir ça. Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est beaucoup de réponses et c'est beaucoup d'interactions. Et on n'est peut-être pas capable de répondre à tout. Mais par Mhm. contre, très, très, très rapidement, on est capable de voir que c'est quelque chose qui est intéressant et on peut faire un feedback vers nos lecteurs pour leur dire, ah, on était vraiment surpris par vos réactions. On a reçu tellement de contributions pour parler des coriandres. Il y avait même des gens qui disaient, je n'ai jamais répondu à un appel à témoignage dans ma vie. Hmm. Mais dès que j'ai vu que c'était sur ce thématique, je me sens tellement fort contre la coriandre pour la saveur et tout, Hmm. qu'il Hmm. fallait que je dise quelque chose. Et je sais que c'est des bêtises, et parfois des bêtises de light-hearted, Hmm. c'est pas du breaking news. Mais la relation qu'on commence à créer avec nos lecteurs sur des thématiques assez fun, en Mhm. fait, ça commence la conversation aussi avec nos lecteurs pour pouvoir plus tard ouvrir cette porte à des conversations beaucoup plus fortes, beaucoup plus breaking Hmm. news, beaucoup plus authentiques. Et bah, D'accord. c'est un peu Ronan. Je ne sais pas si tu es marié, mais si je te connaissais un jour dans un bar Mhm. et je te dis, ah, comment ça va ton divorce? Hmm. Et on se connaissait pas, c'est sûr que tu vas te sentir un peu mal à l'aise Bien et sûr. t'as sûrement pas Hmm. envie de me répondre. Mais par contre, si ça fait 1 heure, 2 heures, ou ça fait même quelques jours ou quelques Hmm. mois qu'on se parle, qu'on est devenus amis, là, d'un coup, si je te demande, Ronan, et ton divorce, peut-être Hmm. tu me raconteras beaucoup plus et tu te sentiras Bien beaucoup plus sûr. à l'aise. Et je pense que c'est aussi ça ce qui nous manque dans les médias. Mhm. On prend for granted, pour Hmm. garantie, Pour... Ouais, pour acquis. Mhm. pour acquis nos lecteurs et qu'ils vont nous répondre parce que nous on est les médias, ça fait des années qu'on est ici, mais en fait beaucoup de personnes ont besoin d'être warmed up. C'est pas Mhm. chauffé parce que c'est pas un beau mot ça en français, non, c'est mais Ouais, on a compris, hein. On a besoin d'être petit à petit engagé, en fait, pas arriver engagé, avec un voilà. sujet lourd directement. Ouais. Mhm. Exactement, et c'est ça ce que on pense aux journalistes et on pense à autant que ça prend pour eux de peut-être créer des appels ou lire les commentaires. Hmm. Et en fait, il y a d'autres façons de voir ça. Et si on est en train de créer cet engagement d'une façon qui vraiment nous donne de l'information directement aux journalistes, en fait, ça rend leur travail beaucoup plus facile. D'accord. Si j'ai le temps, un autre exemple, parce que je Oui, bien l'adore sûr, cet exemple. volontiers. The Irish Times, en Irlande, eux, quand ils regardaient les datas sur leur site, ils voyaient que beaucoup de leurs lecteurs venaient de l'étranger. Mhm. Et par contre, ils n'avaient pas d'informations sur ces lecteurs. Pourquoi tellement de lecteurs venaient vers leur site qui publiaient vraiment que de l'information sur l'Irlande et les news sur l'Irlande? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir de l'Australie, de South America, de l'Amérique? Alors, et les réseaux sociaux, ils ont tous les datas sur ça. Ils savent exactement qui sont ces personnes, qu'est-ce qui les intéresse. Mais les Irish Times ne le savaient pas. Alors, eux, ils ont créé un appel à contribution qui était vraiment très simple pour commencer. C'était leur pilote il y a un temps. Et ils ont demandé,
Si vous êtes irlandais et vous vivez à l'étranger, présentez-vous. C'était vraiment très simple. Et ces lecteurs-là, ils ont envoyé leurs photos, leurs vidéos, où ils étaient dans le monde et pourquoi ils vivaient là-bas. Et ce qu'ils ont fait avec ces contenus, ce qui était vraiment intéressant, c'était ils ont récolté tous ces contenus et en live, ils ont bien sûr modéré, mais ils ont créé une carte et des galeries avec tous ces contenus. Et vraiment pour montrer les Irlandais autour du monde, parce qu'apparemment, 1 sur 6 Irlandais qui sont nés en Irlande vivent à l'étranger. C'est une diaspora énorme. Ce qu'ils ont appris sur ces lecteurs-là, déjà, ils avaient une galerie avec tout, ce qui est très important parce que si quelqu'un prend son temps à nous envoyer des contenus, c'est déjà très, très, très important qu'on utilise ou qu'on fasse quelque chose avec ces contenus. Parce que sinon, ces personnes-là ne vont pas, ou sûrement pas, revenir pour le refaire. Quand on partage sur les réseaux sociaux, on a un like, on a un share, il y a quelque chose qui se passe, je me sens bien, super, j'ai envie de le refaire. Mais alors dans ce cas-là, ils ont utilisé ces contenus, c'est très important. La deuxième chose qu'ils ont appris, avec les datas qui venaient, et en plus des histoires incroyables qui sont partagées dans des articles, c'est que beaucoup de ces lecteurs-là étaient des infirmiers, infirmières qui vivaient à l'étranger, ce qu'ils ne savaient pas. Et ça change vraiment ça change ton produit. Si toi, tu comprends que d'un coup, vraiment, on devrait se concentrer un peu sur les différences entre être infirmier ou infirmière en Australie, comparé en Amérique, par exemple. Vraiment, créer des contenus intéressants pour ces personnes-là. Ou, par exemple, si il y a des protestes, par exemple, qui commencent pour les infirmiers, vraiment pouvoir contacter directement avec ces gens-là et dire, nous, on est la marque qui veut vraiment raconter vos histoires, vous représenter. Ça ouvre complètement une nouvelle porte et d'engagement avec cette communauté. Et on commence avec les infirmiers, mais peu à peu, on commence à apprendre beaucoup plus. Les problèmes des parents, des choses comme ça. Et pour les Irish Times, leur abroad section, tout ce qui est à l'étranger, ils ont une section spéciale pour l'étranger. Et maintenant, derrière un paywall, parce qu'ils ont appris que vraiment ces contenus-là qu'ils étaient en train de créer étaient relevant. Très pertinent et très précieux. Voilà, pertinent pour ces lecteurs-là. Alors, je pense que si on le voit d'une autre façon, au lieu de « c'est beaucoup plus de travail », mais en fait, ce travail-là peut m'aider à faire mon travail mieux et vraiment ahorrar. Maintenant, je parle en espagnol. Me garder un peu de mon temps, je pense que c'est un monde très différent. Oui. Alors, tu partages des bonnes pratiques, mais Contribly, c'est avant tout une solution technologique, mais est-ce que vous proposez également un accompagnement avec les médias dans lequel vous leur expliquez justement comment orienter peut-être leur stratégie de CGC? Vous leur fournissez juste la tech et après ils se débrouillent? Alors, moi, je sens très fort qu'on peut avoir la meilleure technologie au monde, mais si on l'utilise pas bien et on ne sait pas l'utiliser, ça ne marchera jamais. Alors, pour nous, c'est vraiment, il y a la technologie, mais on fait beaucoup d'efforts à aider avec la stratégie, mais aussi d'apprendre sur ce que font tous les autres médias pour save time, Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, voilà, merci. Et c'est surtout cette idée que et ce que j'essaye moi de faire énormément, c'est si quelqu'un va créer un appel à contribution où ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, c'est sûr que quelqu'un d'autre a déjà fait quelque chose qui est similaire. Et ils ont sûrement beaucoup appris. Alors pour moi, c'est partager ces petits moments des moments aha où ça va faire gagner du temps. C'est ce que j'essaye de faire le plus souvent. En ce moment, c'est beaucoup nous. On partage déjà dans Redefining Engagement dans le podcast, mais aussi directement avec nos clients. Ce que j'essaye de créer et ce que j'espère que maintenant, avec toutes les informations qu'on est en train de récolter avec l'IA, on va pouvoir créer presque des ressources qu'on veut donner à tout le monde pour créer meilleur engagement. Même s'ils n'utilisent pas Contribly, pour moi, c'est vraiment important que les médias en général, on fasse l'engagement mieux.
parce que sinon, bah, ça va devenir extrêmement difficile. Alors, on est en train d'essayer de créer comme un répertoire Ouais, d'informations qui va être partagé avec tout le monde. Bien ok. sûr, ça va prendre du temps, mais oui, Mhm. c'est stratégie et tech. C'est vraiment, D'accord, ils doivent s'accompagner, c'est impossible sinon. très bien. Alors, on a compris que tu n'étais pas une fan du UGC, mais pour autant, est-ce que tu vois une place pour le UGC? Est-ce que pour toi, c'est UGC versus CGC ou c'est UGC and CGC pour les médias? C'est Est-ce que tu... c'est peut c'est peut-être and. Mhm, Moi je vois la place pour les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est surtout cette idée, c'est pour le reach, c'est pour trouver des mhm, nouvelles personnes. Par contre, ce qu'il nous faut c'est des bonnes raisons pour que les lecteurs viennent à notre plateforme. Et ce qu'on a vu par exemple avec, Farmers Weekly, et d'autres médias, les réseaux sociaux, quand on partage les images, les commentaires, les CGC de nos lecteurs sur les réseaux sociaux, nous, on a vu qu'il y a 3 fois plus d'engagement sur ces contenus-là comparé aux mhm, contenus éditoriaux. Et c'est intéressant de voir ça. En fait, les lecteurs veulent voir ce que leurs collègues, leurs equals, mhm, ils, euh, ils ont à dire. Et c'est ça où la place des réseaux sociaux qui est intéressante. Mais par contre, ce qu'il nous faut, c'est vraiment des raisons pour venir aux médias pour engager. Et, mhm. et ça doit être pas un clickbait, un commentaire, oh, est-ce que vous voulez savoir la réponse? Parce que maintenant, la tendance, c'est dans les commentaires, il y a une personne qui va voir, ils vont donner la réponse en dessous. Voilà, c'est fait. C'est surtout, venez partager, venez faire parce que nous, on va faire. Et en fait, c'est le why qui est important. Pourquoi on devrait partager sur un média ou pourquoi on devrait engager avec un média au lieu de le faire sur les réseaux sociaux. Et ce pourquoi est presque la chose la plus importante pour nos lecteurs. C'est de Mhm, comprendre pourquoi ils devraient. Et mhm. c'est quelque chose qu'on a comme garantie, je pense, que vraiment on doit faire mieux. Mais c'est pas contre. C'est pas UGC contre. C'est surtout CGC repartagé. Moi, je le vois un peu plus comme Mhm. ça. D'accord, très intéressant. J'ai entendu dans un autre podcast, mais je me souviens plus lequel, où il partageait une étude qui expliquait que les nouvelles générations, pardon, ont un rapport avec effectivement les médias d'actu assez spécial dans le sens où ils vont lire le titre, donc la headline, et Mhm. directement ensuite ils vont aller aux commentaires. Ils vont pas lire Oui. l'article en fait, ils vont directement aller aux commentaires. Et j'étais assez curieux. Alors, j'ai pas réussi à retrouver l'étude malheureusement, mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tes clients partagent également? Est-ce que c'est quelque chose qui touche uniquement la nouvelle génération, ou est-ce que de plus en plus les gens lisent headline, ils lisent en diagonale l'article très rapidement et ensuite ils vont directement aux commentaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun chez tes clients également? Ah oui, c'est sûr. Bah, même moi, je fais ça sur les réseaux Mhm, sociaux. Je suis pas la nouvelle génération, mais je mhm, suis pas vieille non plus, et mhm, j'ai les mêmes tendances. Euh, et c'est intéressant. Mais en fait, c- les réseaux sociaux, leur place pour moi, c'est ou le reach, ou c'est si les réponses elles vont dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on va partager sur nos plateformes qui sont pas les réponses? En fait, c'est ça, c'est mhm, comment est-ce qu'on va avoir une expérience différente sur ces plateformes comparée aux réseaux sociaux? C'est la seule chose qui va nous faire, qui va nous faire bouger de l'autre côté. Et quand on commence à avoir cette expérience sur la plateforme, et vraiment, il faut avoir des choses assez intéressantes sur la plateforme pour commencer à bouger ces gens de l'autre côté, c'est que dans ce moment-là où on va pouvoir les convertir à être plus que juste un lecteur qui passe très vite fait, qui regarde quelques petits moments. C'est ces habitudes qu'on doit créer. mhm, Moi, j'ai vu aussi un morceau qui disait quand les gens dans le passé, ils venaient chercher leurs journaux. En fait, ils achetaient leurs journaux en magasin. Il disait que beaucoup de personnes allaient directement aux jeux. Et en fait, c'était des jeux avec les news attachées. mhm. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, c'est ça le produit presque qu'il vendait. Et un de nos podcasts, on a eu le même commentaire. J'ai eu
Thomas de KSTA en Allemagne. Et ils m'ont dit ils ont eu un problème avec leur jeu et la réponse qu'ils ont eue des lecteurs en disant mais il y a un problème et toutes les emails qu'ils ont reçus étaient exponentiellement plus grands que quand il y a des fautes dans des articles ou quand quelque chose d'autre se passe. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est surtout c'est les émotions qu'on a quand on joue à un jeu ou quand on est en train de partager quelque chose ou quand on fait un effort sont très différents à lire un article ou vite fait. En fait, c'est c'est un moment passif comparé à un moment actif. Et est-ce qu'on a assez de moments actifs sur nos marques ou ça crée presque une habitude, mais aussi un moment émotionnel. Parce que les gens, à la fin de la journée, les personnes achètent ou font des choses par émotion. C'est l'émotion qui nous fait acheter, ou par besoin. Et c'est surtout ça. Est-ce qu'on est en train de créer ces moments dans nos médias, mais pas des émotions pas fortes? Parce que moi, tous les jours, peut-être je mange un McDo, mais dès qu'on me dit il faut arrêter de manger malsain, c'est la première chose que je vais arrêter de manger. Nous, on a ça dans nos médias aussi. On partage beaucoup de choses de crimes, des choses mauvaises, et il y a une grosse tendance pour les jeunes de s'éloigner des médias à cause de ça. Et la première chose que tu vas arrêter de payer ou la première chose que tu vas arrêter de regarder, c'est ça. Même, c'est vraiment ces choses qui te font sentir mauvais. Et on a une tendance de faire ça parce qu'on voit les clics, on voit que ça marche, il y a beaucoup de gens qui viennent vers nos pages, mais est-ce que les gens ils vont rester? Et est-ce que nos lecteurs vont rester s'ils ont ça pendant beaucoup de temps? Et là, c'est aussi un autre problème qu'on voit. Alors, comment est-ce qu'on va créer des émotions dans nos lecteurs où ils ont envie d'engager avec nous pour qu'on puisse après partager les informations importantes pour nos sociétés surtout? C'est ça. Très clair. En préparant ce podcast, tu mentionnais également l'importance de l'engagement dans les deux sens. J'ai mis dans les deux sens entre guillemets. Donc engager les audiences avant, pendant et après la production du contenu. Tu en as parlé rapidement, mais peut-être que tu pourrais réexpliquer ça parce que j'ai l'impression effectivement que c'est peut-être un peu sous-estimé ou mis de côté par les médias qui pensent que effectivement, comme tu l'as déjà présenté, bon bah je publie mon article, il y a des commentaires, je réponds à quelques commentaires et puis basta, mon boulot est fait. Comment concrètement tu conseillerais les médias qui nous écoutent justement d'engager les lecteurs ou les abonnés dans les deux sens? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, alors pour nous, il y a un cycle d'engagement et il y a plusieurs moments sur ce cycle où on peut, déjà, on peut faire des choses qui aident notre marque, qui aident notre business, mais aussi tous ces moments sont clés pour agrandir notre communauté. Et la première chose pour nous, c'est cet appel à créer des appels à contribution qui vont d'un côté, on va recevoir ce contenu, ces datas, ces informations, qui devrait être publié ou quelque chose doit en venir parce que on va apprendre toujours quelque chose sur nos lecteurs. Ça peut être quelque chose de mauvais ou quelque chose de bon, mais on va toujours apprendre quelque chose. Et cette idée que déjà, le lecteur doit toujours avoir un value exchange. Alors, on a créé un appel à contribution, déjà les datas, faire quelque chose avec les contenus, peut-être envoyer un message pour remercier. On oublie tellement l'importance de remercier quand quelqu'un fait un effort d'engager avec nous. Et c'est surtout ces moments d'apprentissage, de partager ça encore avec les lecteurs et de créer des contenus meilleurs à travers ça. Et pour pouvoir, après, créer encore des appels à contribution pour créer le cycle. Et dans le cycle ne marche que quand on y apporte de la qualité. Et la qualité, c'est justement le travail des journalistes. C'est je ne savais pas que mes lecteurs se demandaient ces questions. Ou à 20 minutes, je donne encore un exemple de 20 minutes que j'ai adoré. C'est un exemple de Covid, mais sincèrement, je pense que là, on a eu des meilleurs cas dans le Covid. On n'aime plus donner des exemples d'il y a tellement longtemps,
Mais sincèrement, il y a eu des moments, les meilleurs moments des médias, pour moi, ça a été dans ce breaking news, ce grand breaking news pendant très longtemps. 20 minutes avait créé un appel à contribution avant que les enfants repartent à l'école, recommencent l'école. Et ils avaient déjà l'article prêt. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire. Ils allaient parler de voilà le grand soulage qu'ont les parents, que enfin les enfants ils repartent à l'école et parce que ça a été beaucoup de temps. Et en fait, quand ils ont vu les réponses, les questions, tout ce qu'ont envoyé leurs lecteurs, ils ont commencé très vite à comprendre que, en fait, c'était le contraire. Les lecteurs se sentaient presque une angoisse sur Hmm. ce qui allait se passer. Il y avait beaucoup de questions. Et 20 minutes ont commencé leur article, et j'ai un respect énorme pour ça. Ils ont commencé par leur dire, nous, on pensait que vous alliez répondre ça. Et on allait vous parler du grand soulage que les enfants repartent à l'école. Et en fait, on a vu que vous avez contribué, et énormément contribué, et que en fait, c'est le contraire. Hmm. Alors, ce que nous avons fait, c'est on a recherché pourquoi peut-être vous sentez de cette façon-là, les théories de psychologists, Mhm. mais voilà ce que vous pouvez faire pour cette angoisse, des réponses à vos questions. Et vraiment, ça change. C'est une façon de créer du trust avec les lecteurs, de vraiment, on vous a écouté et le dire. Et c'est qu'avec ça, avec ce cycle d'engagement, de vraiment comprendre, de vraiment demander, qu'on va pouvoir créer des médias où les gens se sentent représentés et compris. Et Hmm. alors, c'est un peu ça le cycle. Et dans tous les moments, il y a des opportunités pour aussi avoir des sign-up pour les newsletters, pour avoir des contacts directs, pour demander. Il y a énormément de moments dans ce cycle où on peut en fait engager notre communauté à devenir des subscribers. Alors, Mhm. mais c'est un moment actif et c'est ça ce qui est important. Je ne sais D'accord, pas très si j'ai bien. répondu à la question. Non, c'est très clair, très très clair. Bah, parfaite transition même, parce que je voulais te demander, au-delà des objectifs ou disons ce que les médias peuvent en tirer, donc avec ton exemple très concret de 20 minutes, sur bon bah on pensait écrire ce type d'article, mais en fait, c'est ce type d'article qu'on va écrire. Donc là, c'est un exemple très concret. Mais quels sont les autres types de résultats que les médias peuvent attendre dans le déploiement d'une solution comme Contribly de CGC? Est-ce que bah, parfois il y a des enjeux, donc tu l'as mentionné, d'acquisition pour tu vois des subscribers de la newsletter. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou d'autres résultats que les médias peuvent attendre? Par exemple, croissance des audiences, monétisation. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, en fait, d'attendre avec Contribly? Oui, énormément. Euh, je pense que déjà, ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand on utilise un outil pour engager et un outil qui est assez flexible. En fait, la première chose, c'est que nos équipes soient ouvertes à cette idée de, de, de faire des appels à contribution. Et quand on fait ça de jour en jour, et surtout dans les médias, les moments magiques pour nous, c'est les breaking news, c'est les grands Mhm. événements, et quand on sait qu'on a des outils, quand on sait comment s'y prendre, et c'est presque deuxième nature, je ne sais pas si on dit Mhm. ça en français, mais Mhm. on a des opportunités pour du magique. Et l'exemple, nous, ce qu'on a vu, c'est déjà plus de page views et plus de retours à page et plus de temps sur les pages, ce que mesurent beaucoup de marques ou de médias. Et bon, j'ai beaucoup de trucs assez contre Mhm. ces façons de mesurer, mais Mhm. ça a sa place. Déjà, il y a ça. Mais aussi, pour moi, c'est surtout ce que l'on ne fait pas assez, à mon avis, et je vais vous donner des exemples de comment c'est bien fait, c'est de créer une stratégie de monétisation, une stratégie de KPIs contre nos stratégies d'engagement. Mhm. Beaucoup de fois, ce que je vois, moi, de mon côté, c'est qu'on va créer des moments magiques pour l'engagement dans nos médias tous les jours, et on fait tic, super, j'ai créé de l'engagement. Mais en fait, c'est pas quelque chose de continu et c'est pas quelque chose qui répond à nos buts. Alors pour Mhm. moi, ce qui est très important, c'est déjà de définir quel est le but commun pour
pour notre stratégie d'engagement. Et un exemple que j'adore, c'est à Media House en Belgique. Quand ils ont commencé avec nous, ils nous ont dit notre but commun, ce que vraiment on est mesuré, c'est les app downloads. C'est que notre app soit téléchargée beaucoup plus de ce que c'est maintenant. Parce que dès que nos lecteurs sont sur l'app, on peut envoyer des notifications, on sait les faire venir plus souvent et on arrive à les convertir à subscribers. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme stratégie. Voilà, c'est ça le but. Et alors, l'équipe l'utilisait tous les jours. Et ce qu'ils ont fait, par exemple, c'est l'équipe locale de foot est arrivée à la finale. Ce qu'ils n'attendaient pas vraiment, c'était un peu surprise. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont créé un appel à contribution. Ils sont allés direct. Premier jour, ils sont allés direct à l'équipe de foot et on fait oh, c'est vraiment spécial. On veut faire quelque chose de différent pour l'équipe. Est-ce que ça vous dirait que on invite nos lecteurs ou on invite les fans de l'équipe à former partie de la finale? Tous ne peuvent pas aller à la finale, mais au moins on peut les inviter à former partie de quelque chose de spécial. Et l'équipe de foot ont dit oui direct. Le jour 2, puisque c'est très rapide à créer des appels à contribution puisqu'ils le font tous les jours, ils ont invité à leurs lecteurs et à tous les fans de foot d'envoyer leurs photos de profil. Et en 2 jours, déjà, ils ont créé ça le premier jour. En 2 jours, ils ont reçu 3500 photos de fans de foot avec un 95% qui se sont mis sur le newsletter spécial pour l'équipe de foot. Déjà, c'était le double de ce qu'ils s'attendaient en la moitié de jour. C'est déjà ça. Mais avec ça, ils ont envoyé tout ça à une imprimante. Sur le 4e jour, c'était imprimer toutes les photos des fans sur le bus de l'équipe. Et vraiment, ça, c'est 3500 fans sur le bus de l'équipe à voyager avec l'équipe jusqu'à la finale. C'est vraiment déjà quelque chose d'extrêmement spécial. Pas seulement, c'était pas seulement spécial pour les fans, mais pour les journalistes qui ont créé cet appel à contribution, c'était sur les médias dans tout le pays. Déjà. Alors, tout le monde parlait, même eux, ils ont créé presque le news à travers ce qu'ils ont fait, les nouvelles à travers ce qu'ils ont fait. Et là, ils ont eu je pense que c'était 46% de increase en 2 jours de leur app. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir réagir d'une façon d'inviter les lecteurs à former partie de quelque chose un peu différent comme ça. Mais ça peut être ça, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans une communauté qu'on a des inondations. Voilà, il y a des inondations, on n'a pas assez de journalistes pour aller visiter tous les endroits, mais par contre, des gens veulent partager comment ça leur affecte à eux. Imaginez des cartes, et en Belgique, ils ont déjà fait ça aussi, des cartes avec vos voisins et comment les inondations sont en train de les affecter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux sortir au bout de la rue et comment est-ce que c'est, et je veux pouvoir partager aussi. Alors, il y a beaucoup d'opportunités de ce côté-là, mais c'est surtout, est-ce qu'on a le chip, la stratégie en tête de qu'est-ce qu'on veut conseguir, arriver à quel est le dernier but, et est-ce que quand on crée ces moments, est-ce qu'on y a pensé comment ça va être, comment ça va prendre place. Oui. Très malin comme stratégie également, par rapport à l'équipe de foot. Effectivement, j'en avais pas entendu parler, et c'est très, ils ont créé leur propre viralité en fait. Donc c'est un en plus, exemple, moi, je suis sur un bus En plus, je suis sur un bus en Belgique, alors je suis bien contente moi aussi. Voilà, exactement. Je crois que tu avais préparé quelques exemples concrets à partager avec ton écran pour qu'on puisse se rendre de compte à quoi ça ressemble, Contribly. Si tu souhaites les présenter. Oui, bien sûr. Alors, attends, donne-moi 5 secondes. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. Bien sûr, il y a beaucoup de... Moi, peut-être je vous partage un peu les exemples de Farmers Weekly. Oui? Nickel, super. Alors, j'aimerais bien sûr, je partage maintenant sur un ordinateur, mais normalement, c'est surtout sur portable, parce que tout le monde utilise nos portables ces jours-ci. J'adore les exemples de Farmers Weekly, ils me rendent très contente, surtout parce que c'est très simple et très, très facile à faire. Mais l'idée avec Contribly, c'est vraiment que
la technologie est là, mais ils peuvent changer le style, tout ce qu'ils font pour leurs médias. Et dans le cas de Farmers Weekly, eux, ce qu'ils voyaient quand on a commencé à travailler avec eux, ils avaient 69 000 followers sur Instagram. Et ils ont très vite vu que voilà, quand ils partageaient les photos, surtout les photos, mais aussi les vidéos de leurs lecteurs en formant partie de ce qu'ils font pour les réseaux sociaux, ils reçoivent 3 fois plus de likes, comments et shares et partages que leur contenu éditorial. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est à chaque fois qu'ils partagent, c'est déjà presque toujours maintenant les photos de leurs lecteurs. Mais ce qu'ils font, c'est que c'est toujours une opportunité. Ils parlent toujours de l'opportunité de revenir vers leur page pour partager. Alors, leur Linktree, leur lien sur Instagram, par exemple, ils ont toujours une opportunité pour partager. Et dans leur cas, c'est beaucoup de photos. Mais ça peut être du texte, etc., que je peux vous montrer dans un moment. Et une des galeries qu'ils ont toujours, c'est cette galerie qui s'appelle Farm Life Frame. C'est l'agriculture qui est ouverte pour tout le monde tout le temps. Et ils partagent surtout, là sur le côté, alors l'idée avec Contribly, c'est qu'on crée un appel à contribution et qu'il y a des widgets où les lecteurs peuvent envoyer photos, vidéos, textes, ce qu'on leur demande, email, etc., etc. Et dans ce cas, c'est des photos de la vie des agriculteurs. Et vraiment, il y a déjà maintenant, on est près de l'été, alors beaucoup de photos de prom. C'est en Angleterre, on fait un peu comme les Américains où les jeunes, ils vont à la fin de l'année bien habillés à une grosse fête. Mais en fait, tous les jours, ils partagent les photos de tous les jours sur les fermes. Et ce qui est intéressant pour Farmers Weekly, c'est déjà ça, c'est des datas qu'ils ne connaissent pas déjà. Parce que c'est super avoir 200 000 personnes sur Instagram qui nous suivent, mais on n'a pas les datas pour ces personnes-là. Alors, ce qu'ils font, c'est vraiment d'inviter ces lecteurs des réseaux sociaux à venir sur leur page pour partager. Et ils ont des exemples fantastiques. Je m'en rappelle, ils en avaient un qui était les... ils ont reçu, par exemple, un petit gâteau d'un lecteur avec un petit fermier par-dessus. C'était vraiment très, très mignon. Et ils ont repartagé ça sur les réseaux sociaux et ils ont dit, est-ce que quelqu'un a déjà pris des photos, voilà, de gâteaux? Est-ce que quelqu'un a déjà créé un gâteau un peu agriculture? En 2 heures, ils ont reçu 200 gâteaux. Et je pense qu'à aucun moment dans notre vie, est-ce qu'on fait un gâteau et on va dire, ah oui, je vais envoyer ça à Farmers Weekly, c'est super. Par contre, si Farmers Weekly demande, d'un coup, on est sur nos portables et on fait, ah, il y a 6 mois, j'en ai fait un pour mon grand-père, j'en suis vraiment très fière. Et c'est ces moments-là, vraiment, quand on demande, on reçoit. Et pour eux, déjà, ce qu'ils font avec les data, c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils reçoivent toutes ces photos, toutes ces datas d'individus qui viennent des réseaux sociaux. Et là, ils peuvent commencer à comparer. Ok, bah c'est là, on sait qu'ils sont déjà des subscribers, on les connaît déjà. Mais regarde-moi, c'est 30%, 40% qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il y a des façons qu'on peut les inviter à faire d'autres choses avec la marque et avec la média? Ou par exemple, bien sûr, ils font beaucoup aussi de compétitions de photos où c'est déjà sponsorisé, alors c'est une nouvelle forme de revenu, les lecteurs peuvent gagner un iPhone par exemple. La qualité déjà des photos qu'ils reçoivent est tellement bonne que quand ils sont en print, quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est vraiment tout ça ce qu'ils vont partager. Mais un des trucs vraiment intelligents que j'adore de ce qu'ils font, c'est quand ils créent des compétitions de photos, ce qu'ils font tous les ans, ils reçoivent beaucoup de photos, ils le font en catégorie. Et on a tous ce problème qu'on veut plus de jeunes lecteurs. Eux, ils font une catégorie qui est Young Photographer. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer des appels à contribution spécifiques pour les plus jeunes, et dans ce cas, Young Photographer, où c'est les jeunes qui envoient leurs photos, mais c'est surtout pour connaître qui sont ces jeunes agriculteurs. Parce qu'ils ont des événements dans tout le pays où ils veulent inviter ces gens-là, et c'est super pour les sponsors de pouvoir dire, non seulement on a des jeunes, mais en plus, c'est des jeunes actifs qui nous envoient des contenus qu'on connaît, qu'on peut inviter à ces événements-là. Et bien sûr, déjà, la qualité des photos, elle est incroyable. Mais ça commence
les lecteurs se sentent représentés Sûr. dans Mmh. tout ce qu'ils font. Ou pareil pour des événements de sport, etc. Et dans le Mmh. cas pour Farmers Weekly, ils ont commencé avec des photos, mais vraiment, ils ont commencé à bouger ça à des questions et des conversations. Par exemple, en Angleterre, il n'y a pas très longtemps, on a changé nos budgets et ça a affecté les fermes énormément. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est aussi de créer des plateformes pour envoyer des commentaires ou des questions des lecteurs, mais ils ont mélangé ça avec les réponses aussi des journalistes. Mmh. Et ça, c'est un peu plus spécial de vraiment partager, pas seulement les questions, mais en live avec ce qui se passe sur le news pendant que c'est en train de se passer, ça change vraiment la conversation. Et c'est des exemples que Mmh. j'adore. Je peux vous montrer l'exemple aussi du foot que j'ai montré avant, celui que j'ai décrit, parce que vraiment, je l'adore. Voilà l'exemple que j'ai dit avant avec le bus. Vraiment, mais Mmh. incroyable. Tous les lecteurs qu'ils ont envoyés. Plus de 95% des lecteurs qui se sont signés pour former partie de la newsletter. Ils ont eu, je Mmh. pense que un pourcentage énorme de app downloads en un jour. Je ne sais pas où je suis sur le bus, mais vraiment, c'était un moment vraiment très spécial. Et depuis, en fait, c'est les équipes de foot qui approchent maintenant le média pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Parce qu'eux, ils ne sont pas Mmh. capables de gérer tellement de Bien sûr. contenu, mais bien sûr, les médias, oui. Alors, ça a créé un partenariat vraiment très spécial avec cette marque. Euh, Écoute, je ne sais pas si donner d'autres exemples de discussions de parking avant de créer des articles. Ça, j'ai trouvé super. GVA, c'est une marque à Antwerp, en Belgique, mmh. où ils font des discussions tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et pour eux, leur but, c'est de créer des habitudes dans leurs lecteurs. Et ce qu'ils font, c'est un peu comme quand on était jeune et on voyait, si on revenait pas mardi soir pour voir Friends, bah, on allait le rater et il fallait attendre la semaine prochaine. Ils font la même chose avec leurs discussions. En fait, tous les jours, la discussion ouvre, le thématique change, mais c'est que ouvert de 9h à 21h, par exemple. Mmh. Et si on veut former partie de cette discussion ce jour-là, il va falloir revenir pour regarder ce qui se passe. Et dans ce cas-là, par exemple, c'était une discussion de ce que pensent les gens du parking à Antwerp. Et ils ont reçu énormément de réponses sur ça. Ils peuvent partager, like bien sûr, mais ce qu'ils font qui est super, c'est que ce widget, c'est copy-paste un morceau de code dans leur page, ils peuvent réutiliser ça. Alors, ils commencent avec une discussion, ils trouvent un commentaire assez intéressant, ils rendent ça le titre du prochain article, où ils continuent la conversation. En fait, c'est en train d'agrandir le momentum. Et après, quand il crée l'article qui parle vraiment des nouvelles policies, les nouvelles règles Mmh. pour le parking, c'est dans ce moment-là où il continue la conversation encore plus loin. Par exemple, ici, Mmh. en fait, c'est vraiment, il parle de voici les règles, voici ce qui va se passer, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la conversation a commencé déjà le jour d'avant, mais l'article le jour d'après est encore plus pertinente. Voilà. Mmh. C'est un exemple, mais il y a énormément d'exemples. Alors là, Tu peux- tu as présenté trois exemples effectivement très pertinents et on comprend bien l'intérêt de la boucle en fait de l'engagement et de générer du contenu des utilisateurs, enfin de la communauté, de, de réutiliser ce contenu, d'engager, etc. Donc c'est vraiment, ça peut prendre en fait la dimension qu'on veut. Ça peut même aller offline avec l'exemple du bus, etc. Donc Mhm. ça peut aller dans télécharger l'application ou alors faire des concours de photos. Donc ça peut partir dans plein de directions. Mais ça, j'imagine que tu as présenté les bons élèves, ceux qui suivent, qui ont une stratégie peut-être, ou qui font des essais, parce que j'imagine que ce sont beaucoup de tests, d'essais et d'itérations pour les médias, pour comprendre ce qui va cliquer avec l'audience. Les Mhm. agriculteurs en B2B n'ont pas les mêmes besoins ou les mêmes envies que effectivement des fans de foot. Mais
quel est le truc qui, toi, te frustre le plus quand tu parles à des médias et tu leur présentes, en fait, ces exemples et ils disent, ah ouais, Francesca, c'est cool, mais non, ça va pas marcher chez nous. Ou alors, voilà, quelles sont les frustrations que tu peux avoir ou les blocages qui reviennent et quelles sont peut-être les choses les plus mal comprises dans ce domaine? Les peurs, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir et ils disent: «Ah non, 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 nos lecteurs, ils n'en verraient rien. Nos lecteurs, ils sont pas comme ça» et je pense que ce qui me surprend le plus, c'est qu'ils sont toujours surpris par ce qu'ils reçoivent et Hmm. j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent: «Ah oui, avec nos lecteurs, ça fonctionnerait, mais parfaitement» et quand ils demandent la question, en fait, c'est pas exactement ce qu'ils s'attendaient et moi, c je sais pas le mot en français, assumptions. On a beaucoup Ouais, c'est quoi en français? des idées préconçues. Oui, c'est surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est les idées préconçues sur nos lecteurs Hmm. et c'est quelque chose et je pense que quand je parlais avant de ces idées, qu'on regarde les clics, on regarde c'est des idées préconçues parce que beaucoup de fois, si on regarde nos pages et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lire un article, on a cette idée que ah, c'est parce que ça leur intéresse. Mais peut-être on a le lecteur en train de lire, en train de faire ben ils sont idiots, mais qu'est-ce qu'ils racontent, ça n'a rien à voir. Et c'est ça ce qui me, c'est on peut que aller contre ces idées préconçues si on est en train de créer de l'engagement direct avec nos lecteurs. Hmm. Alors ça c'est une chose déjà. L'autre chose euh, qui me frustre peut-être un peu, ce qui nous arrête d'innover, c'est cette idée que tout doit être grandiose pour que ça marche. Et en fait, parfois, et je pense que c'est quelque chose que les autres industries ont assez ils ont un peu de tact avec, c'est d'essayer quelque chose tout petit et voir comment ça marche. Et Hmm. aussi de ne pas tout de suite dire ah non, ça n'a pas marché et on va plus jamais le faire parce que en fait, c'est une itération. Par exemple, les événements, j'ai entendu beaucoup parler de ça. Nous, on ne fait pas d'événements, mais j'ai vu beaucoup de médias dire on va créer un événement. Et il y a un gros, c'est quelque chose que on parle beaucoup de ça en ce moment. Et il y en a beaucoup qui commencent et qui voient que ça marche pas. Alors direct, ils disent ah non, on l'a déjà essayé, ça marchera plus jamais. Et en fait, parfois, c'est juste une toute petite chose qu'on peut changer et ça change tout. Et Hmm. nous, on a eu beaucoup de chance quand on a commencé, par exemple, à travailler en Belgique, on a commencé avec deux médias flamands, deux médias de taille similaire et deux médias dans des endroits un peu différents. Et eux, ce qu'ils ont commencé à faire, et j'ai vraiment trouvé ça fascinant, c'est de créer les mêmes appels à contribution, mais avec un petit changement. Et vraiment, ils ont reçu des contributions différentes, de l'engagement différent. Et c'est vraiment intéressant de faire ces tests-là. Mais aussi, d'un côté, pour nous, c'était les gros chefs qui ont dit aux journalistes, c'est vous qui devez faire ça. Et on va faire de l'engagement et vous allez le faire. Et de l'autre côté, en fait, c'était les chefs les chefs c'est pas les éditeurs en chef qui ont dit ça aux journalistes, c'est en fait les journalistes qui ont vu que l'autre équipe le faisait et qui sont avancés et nous ont dit en fait ça nous intéresse, on a trop envie de faire ce qu'ils font eux. Mhm. Cette expérience de bottom down, top up a été vraiment fascinante à voir parce que en fait on a eu des réponses complètement différentes. D'un Hmm. côté, on a eu beaucoup, mais moins de réponses aux appels, mais beaucoup plus stratégiques. Vraiment des résultats qui ont fait avancer la marque en termes page views, de app downloads. De l'autre côté, beaucoup plus de réponses. Mais par contre, cette stratégie de data, il manquait un peu. Et il manque jusqu'à que les chefs ont vu, ah, c'est intéressant, on n'avait pas conçu, on n'avait pas compris qu'il y avait tellement de valeur. Et en fait, c'est vraiment intéressant. À la fin de la journée, les choses sont faciles. C'est les gens qui rendent ça difficile. Faire avancer quelque chose, c'est facile comme tout. C'est surtout les équipes
qui rendent les choses compliquées. Hmm. Je sais pas si c'est répondu à la question, mais c'est une des choses qui me frustre un peu, ou une des misconceptions qu'on peut avoir. Mhm. Et ça et que ça va prendre beaucoup de temps. Ça, Hmm. et en fait, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. C'est en fait le contraire. Ça nous save, Mhm. Ça ça fait nous sauve économiser beaucoup du de temps. temps. Ouais. Économiser du temps, voilà. Mhm. Oui. C'est ta partie et ton explication sur les idées préconçues, je trouve ça très pertinent parce que plus on travaille dans un domaine, plus on a des biais, plus on pense savoir. Et en fait, Oui. tu vois, tu m'aurais dit, bah non, les agriculteurs, donc c'est plutôt du B2B. Les agriculteurs, ils ont pas le temps de, tu vois, de consulter un média. Ils sont pas sur leur smartphone, etc. Et on voit tu vois, le profil Instagram de Farmers Weekly, donc ton client en Angleterre, où il y a quand même un bon engagement et un bon following. Il participe également, donc il y a une il y a des choses comme ça, tu vois. Tu m'aurais dit les agriculteurs, oui, ils partagent sur Instagram ou ils partagent leurs photos sur un média B2B. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, tu vois, donc c'est là où c'est important parfois, je pense, de sortir un peu de notre bulle et de Mhm. tester des choses. Et je pense que il y a aussi, il y a peut-être une prise de conscience. Toi, tu parles avec beaucoup de médias, donc tu pourras peut-être valider ou alors ajuster ces propos, mais j'ai l'impression de mon côté qu'il y a une prise de conscience des médias de se dire bon bah ok, c'est un peu la fin de la course au clic en ce moment. Le vieux modèle entre guillemets on attire des audiences, on monétise avec des displays, du display sur nos points com. C'est fini, on veut toujours plus de clics, c'est fini. Maintenant, j'ai l'impression que les médias commencent quand même à réaliser que bah, le CGC, c'est important, l'engagement, c'est important, la connaissance des audiences, c'est important. Et alors, est-ce que tu valides aussi ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, chaque année, prend de l'ampleur? Ou est-ce que là, en 2025, on assiste vraiment à cette prise de conscience? Ou est-ce que ça fait déjà des années que les médias en sont conscients, mais ils le mettent un peu sous le tapis? Euh, ou- il y a un reportage super sur le Neiman Labs, les reports. Je crois que c'est Sarah Marshall qui a parlé de ça. Euh, on voit toujours nos ventes comme un funnel. Euh, Mhm. En fait, faut avoir beaucoup, beaucoup de personnes, et après, il faut descendre, et après, à la fin, on a nos ventes ou nos subscriptions, ou ce que c'est. Et elle l'a décrit, et j'ai vraiment adoré ça, que c'est plus un, un trapèze. En fait, on a les gens qui arrivent, mais où on doit mettre notre énergie, c'est l'engagement sur nos sites pour après pouvoir les avancer. Parce que on a besoin de, de, d'avoir une expérience positive pendant un certain temps avant d'arriver à ce moment pour subscribe, pour souscrire Mhm. à un média. Et je pense que ce qui est très difficile, c'est qu'on a besoin, et surtout maintenant, de preuves directes. Est-ce que ça va nous donner de l'argent aujourd'hui? Et en fait, je pense que quand on parle de l'engagement, il y a un peu cette idée de you can't afford not to do it, but you can't afford to do it. En fait, c'est un peu comme l'investissement. Il fallait toujours investir avant-hier. Mais le Mhm. deuxième meilleur jour, c'est de le faire aujourd'hui. Parce que si on n'est pas en train de le faire aujourd'hui, ça va nous prendre plus de temps dans le futur. Et puis là, on sera déjà en arrière. Et je pense que comme on est dans une industrie qui est toujours breaking news, qui est toujours, on essaye toujours d'arriver au moment, parce que c'est tellement rapide, on ne s'arrête pas assez pour prendre notre temps pour voir Mhm. qu'est-ce qu'on doit faire après, et de voir le futur. Et c'est vraiment très difficile, on le fait tous. Mais je pense que c'est une conversation qui se passe beaucoup plus. Je pense que les commentaires, on les a arrêtés, mais on a beaucoup qui se disent on aurait dû pas arrêter. Mais moi, ma question, c'est surtout est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement qu'on peut créer, où les lecteurs ont envie de fidéliser ou avoir une différente expérience avec nous, et Mhm. qui ne soient pas ces négatives. Mais oui, on ne peut pas, how do you say afford? On ne peut pas, on n'a pas l'argent pour le faire aujourd'hui, mais on n'a pas l'argent de ne pas le faire demain. En fait, c'est Hmm. ça.
peut pas se permettre en fait d'attendre de mettre ça en place. Ouais, c'est très clair. Oui. Et c'est une transition parfaite avec la dernière partie du podcast qui concerne l'innovation et l'intelligence artificielle dans les médias. Ça Mhm. fait du bien de faire un podcast où on parle pas trop d'IA, mais on doit quand même le faire. En ce moment, c'est important. Pourquoi, selon toi, les médias sont quand même assez lents alors pas tous, hein, on va pas mettre tous les médias effectivement dans le même dans la même catégorie, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de médias qui sont lents à innover, et c'est un peu ce que tu expliquais. Pourquoi avant, et quelles sont les raisons, toi, que tu pourrais mettre en avant pour expliquer parfois cette lenteur ou peut-être cette friction à l'innovation? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est du budget? Est-ce que c'est on attend, on observe et après on déploie? Parce que quand on parle d'innovation, on pense au New York Times, au Washington Post, même s'ils vont pas. Washington Post en ce moment va pas très bien, New York Times va bien, mais on pointe souvent les mêmes médias en fait. Mm. Est-ce que c'est parce que justement nous, peut-être, tu vois, les médias comme Média Moula, on met pas assez en avant d'autres petits acteurs qui innovent, ou est-ce que c'est vraiment il y a un manque d'innovation dans les médias aujourd'hui? Ben, c'est un mélange. Déjà, je suis contente pour une fois de ne pas parler d'IA, même si nous, on utilise les IA dans nos produits Mhm. aussi. Mais parce que parfois, je pense qu'on est déjà pas assez fort dans les choses qu'on fait déjà avant de même avancer au IA. Et maintenant, quand on va aux conférences et tout, on parle que d'IA. Et Mhm. ça me fait plaisir, mais il y a des choses que vraiment, on n'en a pas besoin pour ça. Par contre, de l'autre côté, je pense que c'est cher. C'est Mhm. cher et ça, on peut le rater très facilement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui se mettent en arrière et qui attendent que les autres le fassent et qui veulent regarder comment ils font et après avancer. Ça, c'est une des choses déjà, parce que c'est super. Et quand ça marche très bien, mais c'est vrai que c'est cher mentalement pour les équipes, c'est cher en argent, c'est cher en temps. Euh, et de l'autre côté, je pense que mais par contre, les bénéfices sont potentiellement énormes. Surtout si, et je pense que le petit danger ou l'opportunité, surtout avec les IA, c'est que maintenant, on a une opportunité de paraître encore plus authentique qu'avant. Surtout quand les IA sont en train de créer des contenus partout sur les réseaux sociaux, mais aussi partout, dans tous les endroits, les lecteurs se repoussent un peu et surtout les jeunes cherchent l'authenticité plus que jamais. Et est-ce que les IA nous donnent cette opportunité d'enlever un peu de travail des journalistes pour au moins être plus authentique et pouvoir avoir une relation avec leur lecteur qui est beaucoup plus at scale. C'est ça ce qui Mhm. m'intéresse à moi, parce que c'est qu'avec ça qu'on va pouvoir continuer comme on le fait maintenant. Euh, D'accord. c'est déjà ça. De l'autre côté, c'est que avec les IA, on a beaucoup de... Déjà, nous, on en fait partie, mais il y a énormément d'argent qui sont en train d'être poussés vers nous par Google, par Microsoft, par ChatGPT, OpenAI. Et cette fois-ci, j'espère qu'on approche ça avec un peu plus de careful, un peu plus de... Mhm. Que vraiment on y pense ensemble, comme collective, à ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est une frustration pour moi. Je veux vraiment voir un monde où on n'est pas en compétition Mhm. euh, les uns avec les autres. En fait, on devrait venir plus ensemble et travailler presque contre quelques-unes des choses qui sont en train d'arriver. C'est beaucoup Mhm. plus. J'ai un tout petit peu de français en moi qui est très. At war, vous aurez rien, on verra. Mais oui. Mhm. Mais je pense que ce qui nous ralentit le plus, c'est que c'est cher, c'est que on ne sait pas vraiment si on va du bon côté, mais quand ça marche très très bien. Mhm. C'est surtout ça. Très clair. Quand tu approches des médias ou des médias te contactent, tu es en contact avec quelle personne chez les médias? C'est un chef de projet, le product manager, les journalistes, la rédac? Ouh,
Un peu de Ça tout. dépend? D'accord. Oui, head of product, Mhm, parce qu'on en a de plus en plus, enfin. mhm, Head of editorial aussi. On a eu beaucoup de chefs de marketing. d'accord. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que normalement, ce qui se passe, c'est que la plupart des outils qu'utilisent les médias ou les équipes éditoriaux surtout sont normalement des outils de marketing qu'on essaye de, de rentrer dans Mhm, notre monde d'équipe éditoriale. Et, euh, et en fait, comme Contribly a été conçu surtout pour nous comme un outil pour les newsrooms, un outil pour ces équipes éditoriaux, ça, ça a ouvert un peu plus comment on dit, ça a cassé un peu les d'accord. barrières entre les équipes éditoriaux et les équipes de marketing. Parce que ce qui est très difficile, c'est que d'un coup, quand un outil est utilisé bien, quand un outil est utilisé parce que ça marche pour une équipe, ce qu'on a vu, c'est que les équipes de marketing, en fait, ils rentrent dans l'outil, ils voient ce qui marche et ils peuvent prendre ces informations et rendre leur travail beaucoup plus efficace. Hmm, Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours cette impression que on a tellement d'équipes dans les médias. Et en fait, on joue le même jeu. On joue tous au foot, par exemple. Il y a l'Angleterre qui vient de gagner les euros, alors je pense direct au foot. Mais en fait, on joue le même jeu, mais avec deux buts différents. Et hmm. ce que j'adore voir, c'est quand il y a des outils qui rapprochent ces équipes de plus en plus pour qu'on puisse travailler beaucoup, beaucoup mieux ensemble. Alors pour D'accord. nous, oui, ça a été Head of Product. On a eu assez de marketing aussi. Um, chief editor, like the editors, heads of Mhm. innovation. J'adore les équipes qui ont quelqu'un qui pense qu'à l'innovation. Ça me fait tellement plaisir, même si c'est un challenge en soi. Oui, c'est surtout ça. Très clair. Effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus de nouveaux postes, entre guillemets, qui sont disponibles chez les médias. Dans mes notes également, Mm. tu mentionnais que les médias ont besoin de gens qui viennent d'autres industries pour garantir une certaine innovation et pour justement ne pas rester dans ce silo, dans cette bulle des médias. Est-ce que c'est une bonne pratique que tu pourrais recommander également de recruter des gens qui viennent d'autres industries? Et si oui, de quelles industries potentiellement il y a un bon match avec cette industrie? Tu te dis, ah tiens, ouais, ce genre de profil fonctionne particulièrement bien chez les médias. Qu'est-ce que tu peux nous Mm. dire sur ce sujet? C'est quelque chose que les gens, ils vont pas être fans de moi en disant ça, je sais, et surtout les journalistes parce qu'ils sont forts à ce qu'ils font, ils ont des éthiques vraiment très fortes et il y a une façon de faire qu'on a toujours fait de cette façon. Et je suis pas contre. Ça, je suis pas contre. Par contre, je, je suis, je trouve ça très difficile quand on parle bah, nous, on est les actualités, nous, on est les news, nous, on est the press, et on devrait être écouté parce qu'on est important. Parce que Hmm. ce qu'on fait est important, alors tout le monde devrait lire ce qu'on fait et ce que l'on fait. Et je trouve ça très difficile, et c'est une attitude que les autres industries n'ont pas nécessairement. Et c'est vraiment intéressant quand on a une équipe où il y a quelqu'un qui a travaillé quelque part d'autre qui rentre et qui ne comprend pas tous les détails de comment on fait dans les médias. Cette vision de faire les choses d'une façon très différente m'a toujours vraiment rafraîchi. Quand je vois les équipes qui le voient de cette façon, j'adore. Un exemple, c'est JC en Norvège. Et lui aussi, il est venu d'un autre média et il a été tellement impressionné par les débats qui se passent dans les newsrooms, les conversations entre les journalistes de comment est-ce qu'on va reporter sur cet article. Et on ne veut pas perdre ça. Mais en fait, c'est presque... Personne ne sait que toutes ces choses se passent dans un newsroom. On voit que Hmm. l'article final, et je pense que quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui voit comment ça marche, peut-être il y a des idées qui vont pas avoir, qui vont avoir qui ne marchent pas, mais cette vision de waouh, en fait, ce que vous faites, ce qui est vraiment fort, c'est ça, c'est pas l'article final, et on peut ramener plus de ça. C'est une des visions que j'ai, que on ramène des gens de l'extérieur pour vraiment raconter ces histoires-là. Mais de l'autre côté,
c'est aussi une expectative de travail ensemble de merging des équipes différentes qui Mhm. viennent des autres industries. Est-ce qu'il y a une industrie particulière que je recommanderais? Peut-être pas nécessairement. Moi, dans une autre vie, j'étais professeur. Alors, j'ai secondaire en plus. À Londres, on avait beaucoup de problèmes de gangs et de couteaux et que les Hmm. élèves, ils venaient avec des, des choses un peu dangereuses à l'école. Les armes. Alors ça, c'était, Mhm. oui, c'était, on avait des metal detectors, des Ouais. trouvailles de métal dans l'école. Alors, mais ce que j'ai ramené de là-bas, ça m'a aidé énormément avec l'engagement. Imagine une Hmm. pièce avec des adolescents qui n'ont pas envie d'être là, qui ça ne leur intéresse pas, et on doit quand même les engager, et on doit quand même trouver des façons d'être pertinent pour eux. Hmm. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans une salle de classe, en fait, qui sont extrêmement valables pour le digital. Hmm. Et je pense qu'il y a des choses comme ça dans toutes les industries. Bien sûr. Et vraiment, c'est ça ce qui nous manque parfois. Et je pense pareil pour les profs. Hein. S'il y a quelqu'un qui a que été prof, qui a été rien d'autre dans leur vie, il y a aussi les mêmes problèmes. Mhm. C'est un positif de venir d'autres endroits et de ramener cet esprit collectif et d'enlever ces assumptions. Comme on disait avant, Ouais. ça change tout. Très clair. Très, Mm. très clair et très, très intéressant, effectivement. Je pense que les médias ont effectivement tout intérêt à parfois découvrir ce qui se fait dans d'autres industries. Et c'est mais dans toutes les industries, en fait, dans tous les business, c'est le plus compliqué de sortir un peu de sa bulle et de voir ce qui se fait ailleurs et d'arriver à capter qu'est-ce qu'on pourrait faire que les autres font qu'on ne fait pas encore dans notre industrie, c'est le plus compliqué quand on a la tête dans le guidon, comme on dit en français, et que on a une newsroom à faire tourner. Donc, bien entendu, ce sont des conseils très, très pertinents. Ça, Merci c'est à nouveau énormément. pour moi. Tête dans le guidon. Je Je sais m'en pas comment on dit rappellerai. je sais pas comment on dit en anglais l'équivalent, mais euh, j'ai oublié l'expression. Mais bon, tu m'as Non, mais compris. celle-là, elle est super. Je Ouais. la garderai. Je la garderai. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour des questions de fin? Je sais qu'on approche de l'heure qui nous était impartie. Euh, Oui, oui, oui. c'est bon pour toi? Ok, super. Ouais. Alors, tu travailles avec énormément de médias, donc j'espère que tu vas fâcher personne, mais quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Peut-être par rapport à l'aspect justement innovation. Oh, bah, c'est difficile. Oh, Ronan. Ok. Tu peux citer un média obscur dans une niche B2B à l'étranger que personne connaît, qui écoutera jamais ce podcast. Bah, il y a des façons différentes. Hearst en Amérique, j'adore la rapidité à laquelle ils approchent les choses et vraiment s'ils vont faire quelque chose, ils savent qu'ils le font, ils ramènent tout le monde, c'est rapide et c'est direct et c'est intentionné. Alors pour moi, ça c'est vraiment spécial. J'adore que Media Use en Belgique, dans les Pays-Bas, ils ont une équipe spécialisée en tout ce qui est Gen Z, Mhm. qui sont en train de faire des recherches très intéressantes avec leurs lecteurs les plus jeunes et qui sont en train de chercher des solutions à ça. J'adore qu'ils ont une équipe entière pour faire ça et qu'ils partagent tout avec leurs petits médias. Mais parfois, pour moi, c'est surtout, j'ai une passion pour les médias locaux. Et parce que pour moi, c'est vraiment le futur. Je pense que quand on devient, on devient de plus en plus global, et on devient tellement grand que je pense que cette idée de local, les gens s'y attachent beaucoup plus. Et, euh, et je pense il y a des marques qui font ça. Il y en a une en Allemagne, et j'ai oublié son nom, mais je te l'enverrai, euh, où ils ont des discussions de locaux et ils se forcent à parler justement des thématiques de leur endroit et ils ont des réponses tellement fortes et beaucoup d'engagement. Et ça m'inspire énormément parce que je pense que il y a un monde très spécial pour le locaux dans ce qu'on fait. Hmm. Très C'est clair. dommage qu'ils n'ont pas assez d'argent. Mais en Mhm. général, je veux dire, pour avancer encore plus, mais Ouais. je pense qu'il y a beaucoup on va avoir un futur assez local le plus qu'on Mhm. devient global. Très clair. Ok.
à force de travailler avec des business médias, est-ce que Francesca, tu voudrais pas en lancer un justement média demain, un média local, pourquoi pas? Ou est-ce que tu restes Ouf! côté fournisseur de tech et conseil pour les médias? Pour moi, c'est, ce qui me fait travailler, c'est quand on me donne un problème. Alors, mais c'est surtout un problème spécifique. C'est ce qui me alors je pense que former ma propre média énorme, je sais pas si c'est mon avenir, non. Mhm. Bon, tu as déjà plus ou moins un média avec ton podcast. On peut considérer ça comme un média. Oui, je suppose. Pour moi, c'est pour surtout des ressources pour les autres. Hmm. Je le vois comme ça. J'ai un peu de prof en moi qui veut partager Hmm. les apprentissages. Voilà. Oui. C'est tout à ton honneur et je mettrai encore une fois le lien en description. Tu as énormément d'épisodes et c'est super intéressant effectivement sur les sujets d'engagement. Je mettrai le lien C'est en surtout en description anglais. Mais bon, on Mais c'est peut. surtout, oui. Je pense que effectivement, les personnes qui sont sérieuses dans le sujet des médias sont prêtes à écouter des podcasts en anglais pour s'informer, parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui viennent de l'étranger forcément. Donc il y a énormément de recherches que l'on fait également en anglais. Oui. Et tes podcasts sont plus courts que les miens, donc il n'y a pas d'excuse de j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est un avertissement. Est-ce que tu cherches des partenaires sur le marché français, des contacts, tu peux en profiter avec quel type de médias tu aimerais discuter aujourd'hui sur le marché français? Ouf! Oui, bien sûr. Pour moi, c'est surtout, je cherche les médias qui ont une passion pour agrandir leur communauté Mhm. et de le voir comme ça, pas des followers, mais leur communauté et qu'ils ont, qu'ils veulent avoir ces relations qui sont pas clickbait Mhm. et qu'ils ont un esprit innovateur. Je pense que ça, c'est un challenge de trouver des médias et peut-être sur le français, j'ai pas vraiment cherché. On a beaucoup de chances que la plupart des médias qui nous rejoignent, c'est des recommandations entre eux. D'accord. Euh, et alors, dans ce cas-là, c'est vraiment, est-ce que si il y a des médias qui se sentent assez innovatifs, mais qui n'ont pas peur surtout, c'est ça le challenge, Mhm. qu'ils n'ont pas peur de essayer quelque chose de nouveau, là, ça m'intéresserait énormément, oui. Très bien. Et pour préciser, est-ce qu'il y a une certaine taille de médias? Enfin, comment tu fais le filtre? J'imagine que tu peux pas accompagner non plus des petits médias qui se lancent, ou si tu le fais, comment ça se passe? Juste pour donner un peu de filtre peut-être, ou de précision sur le type de médias avec qui tu souhaites discuter. Ah, alors pour moi, c'est déjà les médias locaux et internationaux, bien sûr, on adore travailler avec eux. Quand c'est beaucoup plus petit, ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye d'avoir un cohort de marques qui sont petites de venir ensemble et comme ça, on fait le training et l'apprentissage tous ensemble. Et ça, bien sûr, ça baisse les prix pour tout le monde, ce qui est super parce que c'est surtout, on veut plus de communauté, on veut plus d'engagement avec les médias en général. Alors, on n'est pas en train de repousser personne, mais on essaye de les D'accord, faire en petits collectifs, ça a du surtout. sens. Oui. Très bien. Et le meilleur moyen de te contacter? LinkedIn, LinkedIn? ou LinkedIn, c'est super. Email aussi, à travers notre site hello@contribly.com ou sinon francesca@contribly.com, ça marche très bien aussi. Francesca, merci énormément. Tu vois, 1 heure et demie pile En de français! discussion en français. Donc, félicitations. Le taux d'anglicisme était très inférieur à ce que tu avais prévu. Donc, vraiment bravo. Et écoute, je suivrai avec attention le développement de Contribly. Et si tu vois des nouvelles choses passer dans le domaine du CGC, n'hésite pas à me faire signe. Merci beaucoup, Ronan. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.